Ma fille, lors de sa fête d'anniversaire, a dit devant tout le monde « Merci pour la nouvelle voiture, papa, mais je ne serai heureuse que si tu me laisses tranquille. » Tout le monde a ri et applaudi. J'ai souri et je suis parti. Ensuite, j'ai disparu. Personne n'imaginait ce qui allait arriver. J'ai toujours cru que l'amour, quand on l'offre de manière constante et abondante, finit par combler n'importe quelle fissure. C'était ma philosophie en tant que père. Ou peut-être que ce n'était qu'un mécanisme de défense déguisé en sagesse. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui m'a soutenu pendant des années. J'ai été père célibataire par nécessité, pas par choix. Ma fille Maya est venue au monde en hurlant à plein poumon et n'a jamais vraiment arrêté. Sa mère est partie quand elle avait 9 ans. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas supporter le poids de la maternité, comme si c'était un travail saisonnier pour lequel on l'avait trompée. J'ai donc pris le relais, je lui ai tressé les cheveux avec des doigts tremblants, je lui ai préparé des déjeuners avec des mots écrits à la main, j'ai assisté à chaque récital même si mon corps suppliait pour dormir. J'ai construit une vie autour de ses besoins, convaincu que si je travaillais assez, si je donnais assez, elle saurait toujours qu'elle pouvait compter sur moi. Aujourd'hui, je suis propriétaire d'une modeste entreprise de construction que j'ai bâtie de zéro. Cela m'a pris des années pour sortir des dettes, puis atteindre la stabilité et enfin profiter d'une prospérité modeste. Je n'ai jamais fait étalage de mon succès. Je n'étais pas ostentatoire, mais pour les 25 ans de Maya, j'ai décidé de me faire plaisir. Je lui ai acheté une Lexus neuve, blanche nacrée, intérieure en cuir, avec tous les luxes imaginables. Ce n'était pas seulement un cadeau, c'était ma façon de lui dire « Je te vois, je suis fier, je serai toujours là ». Je n'ai pas réalisé que ce serait la dernière chose que je lui donnerais. Elle était devenue une femme que je ne reconnaissais pas tout à fait, belle, intelligente, sûre d'elle, oui, mais aussi froide, d'une manière qui m'était inconnue. Dernièrement, elle répondait à peine à mes appels, et quand elle le faisait, c'étaient des conversations superficielles. Nous n'avions pas vraiment parlé depuis plus d'1 an, mais je me disais que c'était normal chez les jeunes. Distant, indépendant. J'étais le père relique avec lequel elle ne savait plus comment se comporter. Ça ne m'a pas arrêté. Je continuais d'essayer. La fête avait lieu chez sa mère. C'était ma première erreur. J'aurais dû le savoir. Mais Maya a insisté pour que ce soit plus facile là-bas. Elle a dit que c'était un terrain neutre. Quelle ironie que celle qui nous avait abandonnés soit maintenant considérée comme neutre. Je suis arrivé tôt, comme toujours. J'ai aidé à monter les tables, j'ai apporté le gâteau qu'elle ignorait que j'avais payé, et j'ai garé la Lexus devant la maison avec un gros nœud rouge dessus. Oui, c'était kitsch, mais j'imaginais son visage en la voyant. J'imaginais des larmes, ou au moins un câlin qui durerait plus longtemps que d'habitude. Au lieu de ça, j'ai eu un spectacle. Il y avait une 50aine de personnes, des amis, des cousins, des collègues de travail, des gens que je ne reconnaissais même pas. Elle était magnifique dans sa robe rouge, verre à la main, riant comme si le monde ne lui devait que de la joie. Quand elle a vu la voiture, ses yeux se sont ouverts 1 seconde et j'ai vu un éclat de la petite fille que je connaissais autrefois. Puis, il a disparu. « Papa, tu n'as pas fait ça ?» a-t-elle crié en courant vers moi, téléphone déjà en train d'enregistrer. « C'est dingue! Qui a besoin d'une Lexus? Tu es fou? Fou! Pas attentionné, pas aimant, pas reconnaissant, juste fou. » J'ai souri parce que c'est ce que je m'étais entraîné à faire. Je me suis tenu à côté d'elle pendant qu'elle montrait la voiture à ses amis. J'ai hoché la tête pendant que tout le monde la complimentait. L'attention qu'elle m'a accordée a été brève, feinte. Je n'étais qu'un accessoire dans son histoire Instagram. Puis est venu le toast. Quelqu'un a tapé sur un verre, et soudain, Maya était sur une estrade improvisée. Micro en main, avec ce même sourire éblouissant qu'elle avait hérité de sa mère. « Je veux juste remercier tout le monde d'être venu », a-t-elle dit en titubant un peu à cause du champagne. « Et un remerciement spécial à mon papa qui m'a acheté cette voiture de malade. Qui fait ça? Seulement mon papa, hein ?» Les gens ont ri. Je continuais de sourire, encore plein d'espoir. « Mais honnêtement, » a-t-elle continué en marquant une pause dramatique, « la seule façon pour que tu me rendes vraiment heureuse, c'est de me laisser tranquille. » La foule a explosé. Rire, acclamation, quelqu'un a même sifflé. Elle a souri, fière de sa petite punchline. Je suis resté figé. Mon sourire est resté, mais à l'intérieur quelque chose s'est brisé. Elle ne m'a pas regardé. Pas un clin d'œil, pas un... C'était une blague, juste une autre gorgée de champagne avant de passer le micro à son ami.
Personne n'a remarqué que je suis sorti, même pas elle. Je n'ai pas claqué la porte, je n'ai pas crié ni fait de scène, j'ai simplement marché. Un pas lent et calculé après l'autre, passant devant la table du buffet, les invités qui bavardaient, la cabine du DJ jusqu'au parking. L'air chaud de l'été ne me touchait pas. Je me sentais isolé, comme si je m'observais de l'extérieur. Je suis monté dans ma vieille camionnette, celle que j'utilisais quand je ne faisais pas semblant d'être le père généreux avec de l'argent à revendre, et je me suis assis les mains sur le volant, immobile. Sa voix continuait de résonner dans ma tête. « Laisse-moi tranquille. » Pour elle, c'était une blague, une vanne. Mais pour moi, ça sonnait comme une permission, ou peut-être un défi. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là, non. Mais je suis resté à regarder devant moi jusqu'à ce que le ciel devienne noir et que les lumières de la fête s'éteignent. Personne n'est sorti me chercher, ni elle, ni sa mère, ni une seule des personnes qui avaient ri, comme si mon humiliation était du divertissement. C'est là que j'ai pris la décision. Ce n'était pas avec amertume, ni même émotionnel, c'était juste clair. La chose la plus claire que j'avais ressentie depuis des années, c'était fini. Elle voulait de l'espace. Elle l'aurait. Elle voulait de la liberté. Je la lui donnerais. Dépouillée de tous les luxes que je lui avais donnés sans rien demander en retour. Je n'allais plus financer mon propre mépris. Quand je suis arrivé chez moi, j'avais déjà tout prévu. La Lexus était encore à mon nom. J'avais la clé de secours et le traceur était toujours actif. Je n'avais même pas transféré l'assurance. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai passé le premier appel au concessionnaire. Ils ont dit qu'ils pouvaient envoyer une dépanneuse le matin. Ensuite, je suis entré sur le portail bancaire. 2 comptes ont été gelés en moins de 10 minutes. Le compte partagé que j'avais ouvert quand elle a commencé l'université et la carte que je lui avais donnée pour les urgences, qui avait financé 2 voyages à Miami et une quantité absurde d'Uber. Je n'ai pas touché les soldes, je ne volais pas, je fermais simplement les portes. Puis est venue la maison. Ça m'a fait mal. Je l'avais achetée il y a 2 ans quand elle a dit qu'elle voulait déménager mais ne pouvait pas payer le loyer dans un bon quartier. Je ne l'avais pas mise à son nom. Quelque chose m'avait dit de garder cette limite et maintenant j'étais content de l'avoir fait. J'ai appelé le gestionnaire immobilier et j'ai prévenu. Il y aurait des locataires à la fin du mois, je paierai son déménagement et le stockage. Une dernière courtoisie, mais elle devrait déménager. Je ne la mettrai pas à la rue, juste la rendre responsable. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assis sur le canapé dans le noir, me rappelant chaque signe ignoré, chaque regard de dédain, chaque appel sans réponse, chaque sarcastique. « Je t'aime aussi, papa ». J'ai pensé à son spectacle de talent en 6e année quand elle a oublié les paroles et est sortie en courant de la scène en pleurant. J'ai pensé à la nuit de ses 18 ans quand je lui ai offert un album avec chaque note, dessin et certificat scolaire que j'avais gardé. Elle avait aussi levé les yeux au ciel cette fois-là. Elle avait dit que j'en faisais trop. Peut-être que ça avait toujours été comme ça. Le lendemain a été calme, sans appel, sans message, juste le silence. J'imaginais qu'elle se remettait encore de sa gueule de bois, peut-être en montrant encore la voiture à ses followers, mais au crépuscule, elle a dû le remarquer. La Lexus a disparu à midi, remorquée sans laisser de traces. Sa carte a été refusée dans une boutique de café. Je le sais parce que l'application de la banque m'a envoyé une alerte de possible fraude. Et à 22 heures, le premier message est arrivé. « Papa, tu jouerais avec mon compte? Ma carte ne marche pas. » Je n'ai pas répondu. Un autre message. « Papa, sérieusement, je ne peux pas entrer dans la maison? Qu'est-ce qui se passe? » Je gardais le silence. Elle avait demandé le silence. Je le lui donnais simplement. Le lendemain matin, on commençait les appels. Je ne l'ai pas bloqué. Ça aurait été mesquin. Mais j'ai laissé chaque appel sonner jusqu'au bout. Au 3e répondeur, son ton était passé de confus à agacé. Message numéro 3. « C'est quoi ce bordel? Tu ne peux pas juste tout me prendre. C'est dingue. Tu agis comme un fou. » Ce mot encore, fou, comme si j'avais perdu la raison au lieu de l'avoir retrouvée. Mais c'est le 4e message qui a fait mal. Message numéro 4. « Papa, s'il te plaît, ce n'était pas sérieux. J'essayais juste d'être drôle. Tout le monde me regardait. S'il te plaît, appelle-moi, s'il te plaît. » J'ai failli le faire. J'ai failli composer son numéro avec le pouce tremblant. Mais alors je me suis rappelé son rire, ce moment cruel sur scène, comment elle avait utilisé son esprit comme une arme pour gagner des applaudissements bon marché. J'avais souri pendant que mon âme se brisait devant 50 personnes. Non, ce n'était pas juste un malentendu, c'était un schéma, la culmination d'années de manque de respect silencieux, et enfin j'avais eu le courage de le nommer.
Au troisième jour, elle suppliait déjà. Son ton avait changé. Les messages arrivaient comme une avalanche, précipités, repentants, effrayés. « Papa, je ne pensais pas que tu le ferais vraiment. S'il te plaît, ne me coupe pas. Je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît, papa. Je suis désolé. » J'ai regardé l'écran le cœur serré. La partie de moi qui l'avait élevé, la partie qui l'aimait malgré tout, cette partie doutait. Mais la partie de moi qui avait été humiliée et usée, cette partie est restée ferme. Finalement, je l'ai appelée. Elle a répondu à la première sonnerie. « Papa. » Sa voix était brisée, rauque, comme si elle n'avait pas dormi. J'ai expiré. « Tu as dit que la seule façon pour que je te rende heureuse était de te laisser tranquille. » C'était une blague, papa. C'était stupide. Ce n'était pas sérieux. Je sais, mais tu l'as dit devant tout le monde. Tu m'as ridiculisé. J'étais nerveuse. Je ne savais pas quoi dire. Je ne vais pas continuer comme ça, Maya. Ma voix ne s'est pas élevée, elle était ferme. Je t'ai donné plus que je n'aurais dû et tu l'as pris comme si je te le devais. Peut-être que c'était ma faute, mais je ne vais plus saigner pour quelqu'un qui rit pendant que je le fais. Elle était restée silencieuse. J'ai terminé l'appel avec une dernière phrase. Oublie que j'existe. Vis ta vie, c'est ce que tu voulais, non? Clic. Je n'ai pas vérifié mon téléphone le reste de la journée. Je l'ai laissé face contre table dans la cuisine. Écran éteint, vibrant de temps en temps comme un battement mourant au loin. Je ne voulais pas l'entendre pleurer. Je ne voulais pas lire une autre excuse déguisée en manipulation. Je voulais juste m'asseoir avec le silence, le laisser se répandre dans la maison comme de la vapeur, remplir chaque recoin qui résonnait autrefois de sa voix. Cet endroit avait autrefois été un foyer partagé, même après qu'elle ait déménagé. Maintenant, il semblait un musée silencieux, vide, hanté par les fantômes de toutes les versions de nous qui n'avaient jamais réussi. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne sentais pas que je devais une explication à quiconque. J'ai passé la journée à nettoyer, pas par habitude, ni en attendant des visites, juste pour bouger, pour faire quelque chose avec mes mains. J'ai frotté les plans de travail jusqu'à ce que les carreaux brillent. J'ai passé l'aspirateur sous le canapé, où s'étaient accumulés des grains de pop-corn et des reçus oubliés. J'ai rangé dans des boîtes les porte-photos avec des images de Maya. Anniversaire, sa remise de diplôme, celle à la plage quand elle avait 9 ans et n'avait pas encore ses dents de devant. Je ne les ai pas jetées, je les ai juste mises hors de vue, comme si je marquais une limite avec du verre et du carton. Je ne l'effaçais pas, je prenais juste de la distance. La maison était trop silencieuse. J'ai donc allumé la radio, du rock classique, volume bas, et je me suis assis à la table de la cuisine avec une tasse de café noir qui avait un goût de remords brûlé. C'est alors qu'est arrivé le premier vrai appel, pas de Maya, mais de sa mère. « Tu es fou ?» a-t-elle crié sans même dire bonjour. « Tu lui as vraiment pris la voiture? Tu as gelé ses comptes, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? » Je lui ai donné ce qu'elle a demandé. J'ai répondu calmement. « Oh, ne commence pas, c'était une blague, une blague !» Personne ne riait avec moi. J'ai répondu, seulement de moi. Il y a eu un instant de silence de son côté. Je pouvais presque l'entendre revoir mentalement son script pour trouver une réponse. « Tu veux juste la contrôler ?» ai-je ri alors. Pas fort, pas cruellement, juste une expiration fatiguée qui avait le goût de la vérité. Il y a des années que je n'ai plus de contrôle sur Maya. C'est ça le problème. Tu exagères et tu continues de la gâter, tu l'as toujours fait. C'est notre fille. C'est une femme adulte, et si c'est ce en quoi elle s'est transformée, alors je ne vais plus le financer. Elle a raccroché sans dire un mot de plus. Je suis resté à regarder le combiné comme s'il me devait une conclusion. Mais elle n'est jamais venue. Les jours ont passé dans un flou. J'ai arrêté de regarder les réseaux sociaux. Je savais ce que j'y trouverais. Des publications cherchant la pitié, des phrases passivo-agressives, probablement un selfie en pleurs avec une légende du genre « Certaines personnes te montrent qui elles sont, crois-les ». Je n'avais pas besoin de le voir pour le savoir. Le schéma était prévisible. Honte publique, chaos privé, deuil performatif. Elle avait le même sens du drame que sa mère, mais sous le spectacle, je me demandais si elle commençait vraiment à sentir le poids de ses propres décisions. Au 5e jour, les appels ont cessé. Juste le silence. Un jour entier sans appel manqué ni message. J'aurais dû ressentir la paix. Mais non. Ça ressemblait à être au bord d'une falaise après une avalanche. Calme, mais instable. Je ne doutais pas de ce que j'avais fait. Mais ça ne voulait pas dire que ça ne faisait pas mal.
Cet après-midi-là, je suis allé voir mon frère Marcus. Il vivait de l'autre côté de la ville, dans une maison modeste style ranch, avec une balançoire sous le porche et un jardin plein de fleurs sauvages que sa femme plantait chaque printemps. Il a toujours été l'équilibré, moins sentimental, plus honnête. « On dirait que tu t'es fait traîner par un camion », a-t-il dit en ouvrant la porte. J'ai souri faiblement. C'est comme ça que je me sens. Nous nous sommes assis sous son porche, bières à la main, le crépuscule tombant comme une couverture douce sur le quartier. « Elle a vraiment dit ça devant tout le monde ?» a-t-il demandé après que je lui ai raconté l'histoire. J'ai hoché la tête. Et en plus, elle souriait en le disant. Marcus a pris une longue gorgée puis s'est adossé à sa chaise. « Ouais, c'était cruel. »« Oui, tu as bien fait, » a-t-il dit finalement. « Ça t'a pris trop de temps. » J'ai levé un sourcil. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il m'a lancé un regard qui est allé droit dans la poitrine. « Tu poursuis son amour depuis des années, frère, en jetant de l'argent sur une blessure qui avait besoin d'honnêteté. Enfin, tu as été honnête. Bravo !» Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi voulait discuter, justifier chaque cadeau et chaque geste, mais je ne pouvais pas, parce qu'il avait raison. « Ça ne fait pas du bien », ai-je murmuré. « Non », a-t-il acquiescé. « Ça ne fait jamais du bien, mais parfois la paix ressemble à une perte. Il faut juste être assez courageux pour la supporter. » Nous n'avons pas beaucoup parlé après ça. Nous sommes juste restés assis dans le noir avec les cigales qui bourdonnent au loin. Deux frères élevés avec des types différents de manque d'amour. Je suis sorti de chez lui sans me sentir plus léger, mais plus sûr. En arrivant chez moi, la lumière du répondeur clignotait en rouge. Un nouveau message vocal. J'ai failli ne pas l'écouter, mais quelque chose m'a dit de le faire. Message numéro 6. Papa, si tu ne veux plus jamais me parler, je comprends, mais j'ai juste besoin que tu saches que je ne voulais pas te faire mal, j'essayais juste d'être drôle, je pensais... Je ne sais pas ce que je pensais. J'ai merdé. Maintenant je comprends. Tout ce que tu as fait, je ne t'ai pas assez remercié. Je n'ai pas agi comme si ça m'importait. Mais ça m'importait. Ça m'importe. Je ne savais juste pas comment le montrer. S'il te plaît, ne renonce pas complètement à moi. La ligne s'est coupée. Je ne l'ai pas réécouté, je ne l'ai pas sauvegardé, je l'ai juste supprimé. Mon pouce a appuyé sur le bouton comme s'il pesait 5 kilos. Puis je suis resté là longtemps à regarder le téléphone en silence. Elle voulait que je croie qu'elle avait changé, que ce moment était de la clarté, pas une stratégie, mais on m'avait brûlé trop de fois pour revenir si vite. La croissance demande plus que des larmes, elle demande du temps, et elle devrait parcourir ce chemin seule. La réaction est venue en silence au début. Quelques regards en coin à l'église, quelques épaules froides de personnes qui me demandaient des nouvelles de Maya chaque dimanche. J'entendais des conversations s'arrêter à mi-chemin quand j'entrais dans la pièce, leur pitié flottant dans l'air comme de la fumée de cigarette. Ils ne connaissaient pas toute l'histoire, bien sûr, ils ne la connaissent jamais. Ils avaient juste entendu que j'avais pris la voiture à ma fille, gelé ses comptes et l'avais expulsée sans préavis, que je l'avais abandonnée, et je le voyais sur leur visage. La question non dite, quel genre de père fait ça? Je ne me suis pas embêté à m'expliquer. J'ai appris que certaines personnes ne cherchent pas la clarté. Elles veulent juste se sentir moralement supérieures. Qu'elles en profitent. Je n'avais plus rien à défendre. Mais les appels, c'est là que la vraie guerre a commencé. Ma sœur Janice a été la première. « Tu dois arranger ça », a-t-elle dit dès que j'ai répondu. « Sans bonjour, sans comment vas-tu. Il n'y a rien à arranger. C'est ta fille, Darren. Tu ne peux pas couper ta propre chair comme ça. » Elle m'a coupé en premier. Seulement elle l'a fait avec un sourire et un micro. « Tu es mesquin? » ?»« Non. » J'ai dit d'une voix plate. « Je suis clair. » Janice ne comprenait pas. La plupart ne comprenaient pas. Ils croyaient encore au mythe de la paternité inconditionnelle. Que peu importe combien de fois on te manque de respect, tu dois rester, donner, tout absorber, parce que c'est ça l'amour. Mais je commençais à comprendre que l'amour réel avait des limites, que parfois aimer vraiment signifiait reculer au lieu de voler au secours. Puis est venue Serena, ma nièce, fille de Janice. Elle est apparue un après-midi sans prévenir, comme elle le faisait quand elle était petite, avant que l'université et l'âge adulte ne nous rendent étrangers. Elle avait 28 ans maintenant, regard aigu, du genre de personne qui sentent le mensonge à des kilomètres. « J'ai apporté de la nourriture taille », a-t-elle dit en levant un sac. «
Et non, je ne viens pas te plaindre. Je me suis écarté et l'ai laissé entrer. Elle a posé la nourriture sur le comptoir et a commencé à sortir les contenants comme si c'était chez elle. « Je sais que tout le monde t'attaque », a-t-elle dit entre deux bouchées. « Et je sais que tu es probablement fatigué de te défendre. »« Je ne me défends pas, » ai-je dit. « J'ignore. » Elle a hoché la tête. « Bien, tu n'as pas tort. » J'ai levé un sourcil. « Tu es sûr? Je pensais que tu étais du côté de Maya. »« Je l'étais, » a-t-elle dit en mâchant lentement. Jusqu'à ce que je la voie pleurer sur TikTok en disant que tu l'as laissé tomber du jour au lendemain. Je lui ai demandé directement « Qu'est-ce que tu as dit à la fête ?» Et elle me l'a répété mot pour mot. J'ai attendu. Serena a secoué la tête. Elle pensait que c'était drôle. Elle le pense encore, je crois. Même maintenant, elle ne comprend pas tout à fait pourquoi ça a fait mal. Ça m'a humilié. Ai-je dit, je l'aurais supporté en privé. Je l'aurais même pardonné si elle était venue me voir après. Mais elle ne l'a jamais fait. Serena m'a regardé longtemps. Tu ne le méritais pas, mais je dois demander. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Pourquoi donner autant pendant si longtemps si elle ne l'a jamais vraiment mérité? Cette question est restée suspendue dans l'air. Je me suis adossé à la chaise, yeux au plafond. La culpabilité peut-être. Que sa mère nous ait quittés. Mon travail constant. Je pensais que si je lui donnais assez, elle se sentirait complète ou m'aimerait à nouveau comme avant. Quand elle était petite, et que la vie était plus simple. Elle n'est plus une enfant, je sais, mais une partie de moi la voit encore comme ça. Cette petite fille qui se glissait dans mon lit quand il y avait de l'orage, qui serrait fort ma main quand elle avait peur. Serena a tendu la main par-dessus la table et a posé la sienne sur la mienne. Peut-être qu'il est temps que tu arrêtes de poursuivre cette version d'elle. Laisse-la venir à toi. À qui tu es maintenant. Nous sommes restés assis en silence, l'air épais de douleur et de compréhension. Le lendemain, je suis tombé sur mon vieil ami Lionel à la quincaillerie. Il avait une entreprise de plomberie et nous avions collaboré sur quelques chantiers il y a des années. Un type solide. Nous n'avions pas parlé depuis des mois, mais il m'a vu près du rayon éclairage. « Darren » a-t-il dit en hochant la tête. « J'ai entendu ce qui s'est passé. »« Oui » ai-je répondu prudemment. Je me suis préparé au jugement, mais il m'a surpris. « Je veux juste dire que je comprends » a-t-il dit. Mon fils a arrêté de me parler après que j'ai arrêté de payer son appartement. Il m'a traité de traître. Nous n'avons pas parlé depuis 1 an. Je suis désolé, ai-je dit sincèrement. Il a haussé les épaules. Parfois, être père signifie être le méchant dans son histoire, au moins pendant un temps. Cette phrase m'est restée gravée des jours durant. J'ai commencé à tenir un journal le soir. Rien d'élaboré, juste des notes, des pensées, essayant de démêler la culpabilité de la croissance. Une nuit, j'ai écrit. Ce n'est pas que j'ai arrêté de l'aimer, c'est que j'ai commencé à m'aimer aussi. Et c'est comme ça que ça se sentait. Comme si enfin, je me donnais la même gentillesse que je donnais autrefois à tous les autres. À la fin de cette semaine, les réseaux sociaux de Maya se sont tus. Plus de phrases vagues, ni de nouvelles photos. Soit elle avait accepté le silence, soit elle se regroupait. Je ne savais pas laquelle. Je m'en fichais. Le mal était fait et, pour la première fois depuis des années, je ne ressentais pas l'urgence de le réparer. Je me suis assis sous mon porche avec un whisky à la main et j'ai regardé le coucher de soleil. Sans téléphone en vue, sans courriel à vérifier, juste moi. La brise et la lente mais claire réalisation que la paix n'est pas toujours chaude ou facile. Parfois elle est froide, parfois solitaire, mais toujours honnête. C'est arrivé un mardi après-midi, caché entre les factures et les prospectus du supermarché dans ma boîte aux lettres, une enveloppe blanche, mon nom écrit devant, avec une écriture que je n'avais pas vue depuis des années, la même qu'elle utilisait avant que les textos remplacent les notes de remerciement. Je suis resté longtemps sous le porche à la regarder, le pouce suivant le bord du papier, sentant l'air devenir plus dense autour de moi. Ce n'était pas un texto, pas un message vocal, pas une publication cherchant la sympathie, c'était juste une lettre de ma fille. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite, je l'ai laissée sur le comptoir de la cuisine près du panier de fruits, et je m'en suis éloigné. J'ai préparé du café, plié du linge, fait semblant que mes mains ne voulaient pas déchirer cette enveloppe. Mais finalement, tandis que la maison sombrait dans son silence habituel de l'après-midi,
Je me suis assis à la table de la cuisine, j'ai allumé la petite lampe de bureau et j'ai déplié la feuille. Son écriture était désordonnée, précipitée, pas pour montrer, pas polie, elle se sentait brute. « Papa, je ne sais pas comment commencer ça, sauf en disant je suis désolé. Pas comme je l'ai dit au téléphone, pas comme les gens le disent quand ils veulent quelque chose. Cette fois je le dis sérieusement. J'ai été cruel. Je pensais être drôle, et je ne l'étais pas. Je l'ai su à la seconde où j'ai vu ton visage. Mais j'étais trop fier pour dire quoi que ce soit, et je déteste ça chez moi. Tu as toujours été là pour moi. Tu m'as tout donné. Des choses que je ne méritais pas, des choses que je n'ai jamais remerciées. Je me suis habitué à ce que tu répares tout, à ce que tu apparaisses, à ce que tu me pardonnes sans me demander de grandir. Et quand enfin tu ne l'as plus fait, quelque chose s'est brisé en moi. Je mérite cette rupture, mais ça a quand même fait mal. Je ne te demande pas de me rendre la voiture, ni la maison, ni l'argent. Je veux juste savoir si un jour peut-être on pourra reparler quand tu seras prêt. Je t'aime, même si je ne l'ai jamais bien montré. Et je suis désolé, vraiment désolé. Avec amour. Je l'ai lu une fois, puis une deuxième et une troisième. Mes mains tremblaient. Pas de rage, mais du poids de ces mots. De l'honnêteté. De l'humilité. Ce n'était pas une excuse parfaite, mais c'était réel. Et pour la première fois depuis des semaines, je n'ai pas senti la colère presser contre mes côtes, juste de la tristesse, cette vieille et lente tristesse de voir quelqu'un qu'on aime enfin se voir clairement après tout le mal. J'ai laissé la lettre, je me suis adossé à la chaise et j'ai regardé par la fenêtre. Mon esprit s'est rempli de souvenirs, sa petite main dans la mienne le premier jour de maternelle, son cri à 13 ans disant que je ne comprenais rien. Son câlin silencieux et reconnaissant quand j'ai payé son prêt étudiant. Les montagnes russes de l'élevé, belles, épuisantes, pleines de virages que je n'avais jamais vus venir. Je ne l'ai pas appelé. Je n'ai pas répondu. Pas parce que j'étais encore en colère, mais parce que le vrai changement a besoin de temps et les lettres ne sont que des mots jusqu'à ce que les actions les accompagnent. Je n'allais pas ouvrir mes portes juste parce qu'elle avait ouvert son cœur une fois, mais je pouvais honorer le geste sans rouvrir la blessure. Cette même semaine, je suis passé au DMV. J'ai signé le transfert du titre de sa vieille Honda Civic 2011, celle qu'elle utilisait à l'université. Je l'avais gardée des années. Elle avait besoin de pneus neufs et d'une batterie, mais elle fonctionnait bien, fiable, sans prétention. Ça m'a semblé approprié, un symbole de responsabilité, de gagner ce qu'on a. Je n'ai inclus ni notes, ni messages, ni culpabilité, juste les clés et les papiers dans une enveloppe matelassée, envoyée à l'adresse que sa mère m'a donnée quand je l'ai appelée pour confirmer où elle vivait. Ce n'était pas un pardon, mais c'était quelque chose, une petite porte entr'ouverte, pas ouverte. J'espérais qu'elle m'enverrait un texto en la recevant, qu'elle dirait merci, peut-être même demanderait pourquoi. Mais les jours ont passé, puis une semaine et rien, aucun message, aucun appel. Juste le silence. Et curieusement, ce silence n'a pas fait mal. Il s'est senti mature. Comme si peut-être elle comprenait que ce n'était pas son moment de reparler, mais le mien. Pour respirer, j'ai commencé à passer plus de temps dehors. Je marchais le matin, je me suis joint à un club d'échecs local. Rien de luxueux, juste des vieux avec des casquettes qui parlent de bêtises sur des échiquiers usés. L'un d'eux, Gary, je crois, m'a demandé si j'avais des enfants. J'ai fait une pause une seconde avant de répondre. « Oui, une fille. »« Vous êtes proche ?» J'y ai pensé. « On l'était. Puis non. Et maintenant, peut-être qu'on est en train de le résoudre. » Il a hoché la tête comme si tout avait du sens. Une nuit, en rangeant des outils dans mon garage, j'ai trouvé la carte d'anniversaire que je ne lui avais jamais donnée. Je l'avais achetée avant la fête. Elle était encore dans la boîte à gants de ma camionnette. Scellée, écrite, oubliée, je l'ai ouverte. À l'intérieur, il était écrit « Peu importe combien on s'éloigne, tu seras toujours ma fille. Avec amour, papa. » Je suis resté à regarder ces mots, et j'ai su que je le ressentais encore ainsi. Mais ressentir quelque chose ne signifie pas livrer sa paix. Ça signifie garder de l'espace, créer de la distance avec dignité, laisser l'amour exister sans le laisser te consumer. J'ai remis la carte dans l'enveloppe et je l'ai rangée dans un tiroir, pas pour la lui donner, juste pour la conserver. Un rappel que l'amour n'accompagne pas toujours des retrouvailles, parfois il vient juste avec de la clarté.
Le silence a cessé de piquer avec le temps. Il s'est adouci en quelque chose presque confortable, comme un vieux pull qu'on porte à la maison. Pas élégant ni assez chaud pour les jours les plus froids, mais familier. Je ne savais pas si Maya réécrirait, je ne savais pas si j'ouvrirais une autre lettre si elle le faisait, mais je savais ceci. Je n'avais pas besoin de l'entendre pour avoir une clôture. Je n'avais pas besoin d'une retrouvaille, ni d'un câlin en pleurs, ni d'une rédemption style film pour savoir que j'avais pris la bonne décision. Parfois tout ce dont un homme a besoin, c'est sa paix. J'avais passé tant d'années à réagir, à réparer, à financer, à pardonner, qu'il a fallu un vrai effort pour simplement être dans ma propre peau sans avoir besoin que quelqu'un d'autre reflète ma valeur. C'était la partie la plus difficile en réalité, réaliser à quel point une partie de mon identité était attachée à être son pourvoyeur, son protecteur, son plan B. Je m'étais entraîné à vivre pour ses besoins, et sans ce rôle, j'ai dû découvrir qui j'étais. Quand personne ne regardait, quand personne n'avait besoin d'être sauvé. Les matins sont devenus un rituel. Café à 6 heures, le journal en main, la radio basse en fond. Je me suis remis à cuisiner. Des choses simples, œufs au plat, bacon, toast au levain avec du vrai beurre. J'avais oublié combien de joie il y avait à se nourrir. Pas pour quelqu'un d'autre, juste pour moi. J'ai même commencé à travailler le bois dans le garage, j'ai construit un petit banc, une jardinière, un porte-manteau. Peu importait si les coins n'étaient pas parfaits, ils étaient à moi, mes mains, mon effort, ma vie. Un après-midi, je suis passé devant l'ancienne chambre de Maya. Elle était encore presque intacte. Je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte. Les posters sur le mur étaient décolorés, son étagère à moitié vide, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause pendant ses années d'adolescence et n'avait jamais remis play. Encore une fois, j'ai pensé à tout enlever, peindre, en faire un bureau, mais je ne l'ai pas fait. Pas parce que j'espérais qu'elle revienne, mais parce que cet espace me rappelait comment nous avions commencé. Avant que tout se complique, avant que l'argent devienne un substitut à l'amour, avant que le silence devienne notre langue par défaut, il me rappelait qu'autrefois nous avions été proches, que tout n'avait pas été mauvais. Elle a pris ses décisions, j'ai pris les miennes. Mais l'amour n'a pas disparu, il a juste changé de forme. Serena est venue quelques semaines plus tard avec une fournée de muffins et son regard en coin habituel. « Tu as l'air stable », a-t-elle dit avec un demi-sourire. « Ne sonne pas si surprise. » Elle s'est assise sur la balançoire du porche et a balancé les pieds comme quand elle était petite. Elle travaille à mi-temps dans une organisation sans but lucratif. Elle vit avec une amie. Elle dit qu'elle essaie de se stabiliser. « C'est bien », ai-je dit d'une voix neutre. « Elle ne t'a toujours pas contacté ?» J'ai secoué la tête. « Tu voudrais qu'elle le fasse ?» J'ai bu une gorgée de café et j'y ai pensé. J'ai pensé à ce que je dirais si Maya apparaissait demain avec une valise pleine d'humilité et d'espoir. « Je ne sais pas », ai-je dit. Au final, je crois que j'aurais besoin qu'elle arrive différente, pas polie, pas parfaite, juste honnête et prête à faire le travail. Serena a hoché la tête. Elle dit qu'elle essaie de devenir le genre de fille qu'elle aurait dû être. Je n'ai pas répondu. Parce que l'espoir est une chose silencieuse. On ne la dit pas à voix haute, ou elle disparaît. Plus tard cette nuit-là, je suis sorti sur le porche arrière. J'ai allumé un petit feu dans la cheminée et j'ai regardé les flammes consumer le bois sec. Les étoiles étaient là, claires, nettes, indifférentes. J'ai mis la main dans ma poche et sorti une vieille photo d'anniversaire pliée que je porte toujours dans mon portefeuille. Maya, 5 ans, avec du glaçage sur la joue, riant à gorge déployée. Avant qu'elle n'apprenne l'art du sarcasme, avant que je n'apprenne que l'amour n'achète pas la loyauté, j'ai murmuré « Je t'aime encore, petite ». Pas à elle, à son souvenir, à la version que j'ai élevée, pas à celle que j'ai perdue. Et peut-être, juste peut-être, à celle qui essaie encore de devenir. Mais je n'ai pas levé le téléphone, je n'ai pas écrit une autre lettre, je n'ai pas demandé à Serena de lui dire quoi que ce soit. Parce que faire partie d'être père, peut-être la partie la plus difficile, c'est savoir quand lâcher prise, pas par punition, mais par respect, pour son chemin, pour le mien, pour l'espace dont nous avions tous les deux besoin, pour enfin grandir. Si Maya revenait un jour, j'écouterais, mais je ne supplierais pas, et si elle ne le faisait pas, ça irait. J'avais trouvé la paix dans le silence. Pas parce que j'avais arrêté de l'aimer, mais parce que, enfin, j'avais commencé à m'aimer moi aussi. Parfois s'éloigner,
est la façon la plus courageuse d'aimer. Abonne-toi pour plus d'histoires quotidiennes.